sais, avoir un enfant, c'est une expérience de vie. Et comme toute expérience de vie, tu apprends. Tu apprends à naviguer sur le temps, ouais. Des fois, tu as envie d'être là pour tes enfants puis de créer intentionnellement du temps, mais tu n'as pas le temps. Toi, en tant qu'adulte, c'est d'arriver à d'abord remarquer cela. Oui. Comment est-ce qu'on peut venir renforcer positivement l'enfant pour qu'il soit plus épanoui, qu'il se sente plus en sécurité dans la société? Bienvenue dans les Sentinelles du Cocon, un podcast qui explore l'enfance, la famille et le lien qui unit les adultes aux enfants. Ici, on prend le temps d'observer, de comprendre et de réfléchir autrement à l'éducation avec bienveillance, douceur, conscience et humanité. Que vous soyez parents, éducateurs ou simplement sensibles aux enjeux de l'enfance, ce cocon est aussi le vôtre. Installez-vous et entrons ensemble au cœur du cocon. Le développement de l'enfant ne dépend pas uniquement de lui. Il dépend aussi des adultes et de l'environnement dans le cadre dans lequel il évolue. Et aujourd'hui particulièrement, on se pose une question existentielle. Comment est-ce que les adultes et l'environnement peuvent impacter positivement ou négativement le bien-être et la sécurité de l'enfant? Alors, pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui avec Madame Nathalie, un professionnel qui travaille auprès des enfants et des familles. Son expérience de terrain et ses connaissances nous permettra d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Bienvenue. Merci Chamira, merci de m'avoir sur ton plateau. C'est un honneur pour moi. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les auditeurs? Oui, absolument. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Mon nom, c'est Nathalie. Lies Nathalie Ninedza est tout mon nom. Puis comme tu l'as dit, je suis une professionnelle de la petite enfance. Je travaille dans le domaine, ça fait 11 ans maintenant. Fait que ça fait... Ça fait... Oui. Ça commence à en faire beaucoup. Ça ne me rajeunit pas, par contre. Ouais. Mais... Présentement, je suis coordonnatrice d'un centre éducatif ici à Ottawa. Puis, je suis aussi professeure au collège. Donc, je te dirais que pour ma carrière, je suis vraiment dans la petite enfance. Pour mes hobbies, en dehors de la carrière, je suis avec les enfants. Je fais beaucoup de bénévolat dans la petite enfance. Je fais beaucoup de lectures sur la petite enfance. C'est vraiment... Une passion. C'est une passion, mais je trouve que c'est un appel aussi. Okay. Je trouve que j'ai été créée pour ça. Puis, vous aimez ça, hein? J'adore ça. Des enfants. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous demander comment est-ce que, en tant qu'adulte, on peut déterminer notre impact ou bien le rôle que l'adulte a dans la société auprès des enfants. Le rôle de l'adulte face à l'enfant. Oui. On a un grand rôle à jouer face à l'enfant. Tu sais, si on part du principe que les enfants sont les futurs adultes, notre rôle, ce serait de façonner leurs identités, leur caractère, les accompagner dans leur développement global. Mais comment qu'on fait ça en tant qu'adulte? C'est vraiment par intention. Pour moi, je parle beaucoup d'intention. Si tu me connais, je parle beaucoup d'intention. Je pense qu'on joue un rôle très important dans la vie de l'enfant. Tu sais, le cerveau de l'enfant est comme une éponge. Fait que ça l'absorbe tout ce que tu lui donnes. Si tu pars de ce principe-là, tu choisis qu'est-ce que tu donnes à l'enfant parce qu'il va absorber tout ce que tu lui donnes. Fait que c'est accompagner l'enfant, c'est façonner son avenir, c'est vraiment planter dans ces enfants-là des graines, des semences qui feront des bons adultes, en fait, dans le futur. Notre rôle, c'est, oui, de l'accompagner, mais c'est de planter aussi en eux. Mais en tant qu'adulte qui accompagne l'enfant, comment est-ce qu'on peut savoir si on a un impact positif sur l'enfant? Parce que c'est vrai, il faut planter de bonnes graines dans l'enfant, mais est-ce que c'est vrai, on a l'intention de bien faire, mais est-ce qu'on le fait bien? Donc, comment est-ce qu'on peut se remettre en question quand il s'agit du bien-être de l'enfant? Malheureusement, c'est ça la vie, c'est vraiment un apprentissage continu. Tu sais, comme des fois, tu fais quelque chose de bien, puis finalement, c'est pas bien, puis là, tu essaies autre chose. Mais là, quand je parle de l'adulte, oui, je parle du parent. Je parle de tout l'environnement de l'enfant. Ça peut être un coach de soccer, ça peut être un enseignant, un éducateur, une éducatrice, comme toute personne qui est placée dans la vie de cet enfant. Moi, comment je perçois mon rôle en tant qu'adulte face à un enfant, c'est que, justement, c'est d'arriver à faire des pauses, puis se dire, qu'est-ce que je fais à cet enfant? Qu'est-ce que je pense? Tu sais, comme mes interactions avec cet enfant. Se remettre en question, hein? Oui. Mais j'ai appris que c'est un exercice à faire. Des fois, on fait des choses robotiquement. Puis là, tu sais, comme... puis
peut-être on va le voir plus tard, là, mais des fois, on fait des choses, mais qui vont affecter négativement l'enfant. Finalement, au lieu d'être un être protégeant, on est un être qui met la vie et les émotions de cet enfant en jeu et en danger et à risque. Fait que c'est vraiment de faire beaucoup de recul, beaucoup de pauses à, tu sais, qu'est-ce que je fais et comment je le fais et quels mots j'utilise, tu sais, être intentionnel, donner beaucoup d'amour à cet enfant. Puis, oui, tu te remets en question, on se remet en question. Puis, des fois, écoute, tu es en train de jouer avec ton enfant que tu connais, ça fait, tu l'as mis au monde, là, tu le connais, ça fait 9 ans, mais là, je sais pas, tu rentres stressé, puis là, tu commences à sortir des mots, puis tu sais, c'est vraiment... C'est pas intentionnel, hein? Non, c'est ça. Des fois, ça part pas d'une intention. Je veux pas faire mal à cet enfant, mais j'ai créé quelque chose de négatif en cet enfant. Il faut tenir compte aussi des réalités des adultes. Il y a le stress de la vie quotidienne qui s'y ajoute. Donc, forcément, tu vas poser des actes ou dire des choses qui vont blesser l'enfant alors que l'intention derrière, ce n'était pas ça. Mais je voulais savoir, par exemple, quel genre de comportements que vous pouvez citer, par exemple, qui sont des comportements assez négatifs qui peuvent influencer l'enfant, par exemple, le bien-être ou la sécurité de l'enfant. De la part de l'adulte. De la part de l'adulte et de l'environnement aussi. Oui. Quelques facteurs que je nommerais, tu as parlé du stress. OK. On vit un stress constant. Oui. Tu sais, c'est pour la réalité de certaines familles, disons, c'est une famille monoparentale, puis la mère va à l'école, puis elle doit travailler 2 jobs, puis elle va amener les enfants à la garderie, puis à l'école, puis elle va venir les chercher, puis arriver à la maison, t'as pas le temps, vraiment, tu sais, comme des fois, tu sais, la vie ne nous fait pas des cadeaux, des fois. Hein. Ouais. La vie n'est pas toujours rose. Exactement. Fait que tu as l'intention de bien faire, mais t'es fatigué, puis t'es comme là. Fait que ça peut être un facteur. C'est comment ta vie, et comment est-ce que tu fais un équilibre entre ta vie, finalement, professionnelle et la vie à la maison, tu sais, familiale. Fait que le stress constant, le manque d'organisation de certains parents, le manque de moyens, tu sais, des fois, tu as envie d'être là pour tes enfants puis de créer intentionnellement du temps, mais tu n'as pas le temps. Toi, en tant qu'adulte, c'est d'arriver à d'abord remarquer cela, que voilà, il me faut un peu d'organisation. Puis, tu sais, de comprendre que, oh, ça fait un bout que j'ai pas parlé à mes enfants, que j'ai pas été avec mes enfants. Ça prend cette prise de conscience d'abord. Puis, d'essayer de voir, tu sais, nous, en tant qu'adultes, oui, la vie nous amène des choses, mais c'est à nous de contrôler ce que la vie nous amène. Fait que de créer intentionnellement du temps avec. Fait que ça peut être un stress. Ça peut être aussi, disons, on vit beaucoup d'immigration ces dernières années. Fait qu'une famille qui arrive dans un nouveau environnement, tu sais, comme nouveau système scolaire, nouveau système professionnel, nouveau climat, tu dois t'adapter. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. L'intégration aussi. L'intégration, tant sociale que scolaire, que professionnelle, comme toute forme d'intégration, là. Tu sais, il y a des choses que ça prend du temps. Ça peut être aussi par ignorance, tu sais. Ça peut être genre... Je sais pas, mon enfant, c'est mon enfant, mon devoir, c'est de le nourrir, de faire sûr qu'il va à l'école, de faire sûr qu'il est habillé. Tu sais, comme de répondre à ses besoins de base sans nécessairement penser que cet enfant a besoin de toi, a besoin d'amour, a besoin d'être... De présence aussi. De présence, de bienveillance. C'est ça. Fait que il y a beaucoup de facteurs qui mettent à risque le bien-être des enfants. Le bien-être de l'enfant. Mais je te dirais que tout ça, ça part de l'adulte. Ça part de l'adulte. Mais justement, nous, en tant qu'adultes, c'est vraiment faire une pause puis penser à déjà réaliser, en fait, prendre conscience que est-ce que je donne mon 100% à cet enfant-là? Ça peut aussi être les conditions de vie. On n'a pas toutes les mêmes conditions de vie. Les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Tu sais, c'est beaucoup de choses. Si on parle d'environnement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'environnement qui est autour de cet enfant-là? Qui sont les personnes qui sont dans cet environnement, dans cette communauté-là? Parce que je me rends compte que l'environnement peut être aussi toxique que bienveillant. Donc, l'environnement peut influencer l'enfant aussi. Donc, qui sont ces personnes-là qui sont dans l'environnement? Parce qu'on dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Oui. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas seulement pour les parents, pour la famille. Il y a tout un environnement autour qui participe aussi au développement de l'enfant, à l'éducation de cet enfant-là. C'est pas en dehors de la famille et des parents, non. Je voulais qu'on précise un peu qui sont ces personnes-là qui gravitent autour de l'enfant. Qui ne sont pas forcément les parents. Oui,
Ben, alors, quand je parle c'est une très bonne question. Quand on parle d'environnement, c'est vraiment, je dirais, tout le monde qui a accès à cet enfant. Fait que oui, ça peut être les parents, ça peut être les oncles, les tantes, c'est les enseignants à l'école, c'est le coach de soccer, comme je t'ai dit, c'est pour ceux qui vont aux églises ou aux mosquées, c'est comme les responsables de ces enfants-là à ces endroits-là. Ça peut être les amis de la famille. Fait qu'il y a beaucoup, quand on parle d'environnement, ça englobe en fait tout cela. Puis si je peux aussi revenir à ce qu'on parlait de tantôt, des fois, on va blesser l'enfant sans le savoir et en partant des bonnes intentions. OK? Donc, exemple, toi, tu es mon enfant, puis je veux que tu excelles dans tout ce que tu fais. Puis là, tu sais, comme moi, mon but, c'est de t'encourager à, OK, oui, tu lis 10 pages, mais je veux que tu lises 20 pages. Mon but, en fait, je pars pas d'une mauvaise intention. Je veux que tu te développes. Tu sois excellent. Exactement, dans ce que tu fais. Mais une pression d'excellence, justement, que les enfants vivent. Ou, disons, on vit beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment blessés par les comparaisons. Moi, je fais quelque chose que j'aime. Tu sais, je sais pas. Je fais un bracelet, puis tout d'un coup, Shamira fait un autre bracelet. Puis là, on commence à me comparer à l'autre. Oh, pourquoi t'as pas pensé à mettre du rouge? Tu sais, comme ça, c'est un petit exemple. Pour l'enfant. Hein? Exactement. Et ça déclenche des émotions que l'enfant ne peut même pas exprimer parce que déjà à cet âge-là, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Exactement. Mais il est blessé au fond de lui. Exactement. Puis qu'est-ce que ça crée en cet enfant-là? C'est qu'il va commencer à se comparer. Il va pas, finalement, on bloque sa créativité parce que si moi, je vais faire que du bleu, c'est mon intérêt de faire que du bleu. Et c'est correct. Je veux faire du bleu. Ouais. Mais tu me compares à quelqu'un d'autre qui a fait plusieurs couleurs. Fait qu'à un certain moment, tu sais, je vais penser que mon bleu n'est pas assez finalement. Puis je vais mettre d'autres couleurs, même si je ne veux pas mettre d'autres couleurs. Puis à la longue, ce que ça crée à l'enfant, c'est que à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va jamais faire confiance en soi. T'sais. À l'âge adulte, quand il grandit. C'est les conséquences qui peuvent découler. Même pas à l'âge adulte. Un bambin là que tu commences à comparer comme ça, arrivé à la maternelle, il va toujours chercher de l'acceptation dans son entourage. Il va regarder, OK, oui, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que je peux... Tu sais, mais rappelle-toi, ça partait d'une bonne intention au départ, mais c'est mal communiqué. Et ça bloque aussi, hein, parce qu'à force de se comparer aux autres, on se dit peut-être on n'est pas assez excellent, on n'est pas assez meilleur. Et l'idée que nous, on a, la perception, on se dit que c'est justement la bonne perception. Et on se prive de beaucoup de choses qui peuvent notamment être des choses vraiment excellentes qu'on pouvait faire. Mais la plupart des sessions de thérapie commencent par qu'est-ce que tu as vécu en l'enfance. Beaucoup de questions, c'est qu'est-ce que tu as vécu? Oui, beaucoup. Beaucoup de... Aujourd'hui, tu vas parce que tu as un problème. Tu sais, comme à 30 ans, là, tu vis des choses, puis tu vas voir un thérapeute, la première question qu'il te pose, en tout cas, une des premières questions, c'est parle-moi de ton enfance. L'enfant en toi. Vraiment. Exactement. L'enfant en toi. Ou, disons, je vais donner un autre exemple qui arrive très, très souvent. Oui. Oh, cet enfant pleure pour rien. Pourquoi? Arrête de pleurer. Sans savoir que derrière chaque comportement, en fait, moi, c'est ce que je dis, derrière chaque comportement, il y a un besoin. Derrière cet enfant qui pleure, il y a un besoin. Fait qu'avec le monde qui est comme go, 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 200 km à l'heure, puis nous qui n'avons pas le temps de prendre des pauses, puis de penser, puis de... L'enfant qui pleure, tu vas juste, OK, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de pleurer sans prendre 2 secondes pour voir le besoin derrière. C'est ses larmes, tu sais. Puis là, qu'est-ce que tu fais à l'enfant? C'est que tu viens de ne pas valider ses émotions, OK? Ouais. L'enfant, il pleure. Toi, tu dis, arrête de pleurer. Let's go, on y va. Puis t'es comme... Ou c'est, lui, là, il pleure pour rien, puis tu fais autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Peut-être cet enfant-là a un mal quelque part, il y a un mal physique, peut-être qu'il a besoin de... Tu sais, comme, il y a toujours un besoin, puis c'est de penser à, OK, un enfant qui commence à bouger trop, un enfant qui commence à ne pas m'écouter, un enfant qui commence à casser des choses, un enfant qui, tu sais, au lieu de juste, OK, tu vas dans ton coin, cherche à savoir et à comprendre. Les comportements, c'est pas des problèmes, c'est des signes. Parce que nous, on le voit plus comme des caprices, que l'enfant est en train de faire un caprice. Exactement. Et on n'a pas vraiment le temps ou l'envie de gérer ça à cet instant-là. Donc, on lui dit, calme-toi ou bien reste dans ton coin. On s'occupe des choses dont on veut. Puis en grandissant, là, tu ne fais plus attention à tes émotions. Comme, non,
je dois faire ça. J'ai pas le temps de pleurer. Parce que, étant jeune, on t'a tellement dit de, OK, arrête de pleurer, arrête. Tu rencontres quelque chose dans la vie, puis tu peux pas pleurer. Puis pleurer, ça fait du bien, là. Oui. Hey, ça fait du bien depuis que moi, j'ai commencé à pleurer. Hein? Ça libère quand même. Ben, ça libère. Oui. C'est une émotion. Fait qu'en grandissant, tu te prives, en fait, des choses qui te feraient du bien. C'est correct, là, c'est de comme pleurer. une thérapie aussi, hein. Et oui. Quand tu vas mal, tu pleures. Après, tu te rends compte que tu as un boost vraiment. Tu as de l'énergie, tu as plus de motivation aussi pour avancer. Bien sûr. Mais c'est ça. Donc, on peut dire aussi que l'enfant, le fait que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut comparer la comparaison. Est-ce que c'est pas seulement les parents aussi qui comparent, ça peut être les adultes qui gravitent autour de l'enfant. Mais il faut qu'en tant qu'adulte qui accompagne et qui veut l'accompagner avec bienveillance, justement, on doit pouvoir se dire que chaque enfant est unique et compétent. Donc, pouvoir valoriser l'enfant dans son unicité et ne pas le comparer avec les autres parce que c'est vraiment frustrant. Même en tant qu'adulte en ce moment, si on nous compare avec nos camarades, nos voisins, ça énerve, ça fait mal. Donc, j'imagine si c'est un enfant, comment est-ce qu'il va se sentir à cette étape-là de sa vie quand on le compare avec son camarade juste à côté. Je pense que ça peut ramener aussi de la frustration, de l'énervement aussi, puis de la jalousie, de l'envie aussi peuvent découler de ça. Exactement. Fait que faire du renforcement positif au lieu de « tu ne fais pas ça » ou « fais comme tel ». Tu sais, un enfant joue au ballon, puis il court, je sais pas, là, il court 2 mètres, mais il y a un autre enfant qui court 3 mètres. Tu félicites cet enfant pour ces 2 mètres-là qu'il a couru. Si ton but, c'est de l'accompagner à faire 3 mètres, tu l'accompagneras. Mais tu dis pas, ben Nathalie, là, t'as fait 2 mètres, mais il y a Chamira qui fait 3 mètres. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis comme tu dis, même nous, en tant qu'adultes, là, moi, tu me compares à quelqu'un, puis je vais être frustrée, puis je vais penser, puis je veux overthink, puis etc. Mais imagine alors, moi puis toi, on a un lobe frontal fully développé totalement. Donc, imagine un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, que son lobe frontal n'est pas assez développé que le mien, qu'est-ce qu'il peut vivre, lui? Moi puis toi, on peut filtrer, on peut trouver des stratégies. L'autorégulation, oui. L'autorégulation est là, puis tout. Puis c'est bien aussi que tu mentionnes que nous, même en tant qu'adultes, des fois aussi, quand tu fais une pause, qu'est-ce que je fais à cet enfant? Pense-toi, si moi, on me faisait comme ça, si moi, disons, si je prends l'exemple de pleurer, si moi, je pleurais, puis qu'il y aurait quelqu'un qui me dit « Arrête de pleurer, là, c'est assez. Ouais. » Fait que c'est aussi de penser, moi, en tant qu'adulte, comment ça me ferait sentir, puis comment ça te fait sentir. Si c'est comme frustration à 100%, pour l'enfant, ça va être à 300%. Oui. C'est ça. Et vous avez parlé tantôt de renforcement positif. Oui. Comment est-ce qu'on peut venir renforcer positivement l'enfant pour qu'il soit plus épanoui, qu'il se sente plus en sécurité dans la société, par exemple? Et c'est souligner ses beaux efforts. Souligner ses beaux efforts. Oui. Voir qu'il a fait quelque chose de bon. Voir qu'il a fait quelque chose de bien. Encore une fois, moi, en tant qu'adulte, si à chaque fois que tu viens me parler, c'est pour me dire « Nathalie, t'as pas fait ça, Nathalie, Nathalie, tu n'es pas. » À un certain moment, là, moi, en grandissant, j'ai développé comme un mur de... Tu me dis des choses négatives, je vais juste, tu sais, comme à un certain moment, là, il y aura un mur entre toi et moi, tu sais. Fait qu'un enfant, si tu lui dis quelque chose que je t'ai dit en commençant, les cerveaux sont des éponges. Le cerveau de l'enfant, c'est comme des éponges. C'est des éponges. Okay. Fait que si tu le dis que du négatif, il va se construire ce négatif en lui. Et il pense que c'est sa réalité. Il pense que c'est sa réalité. Il va jamais croire en lui. Il va jamais croire en son potentiel. Fait que quand je parle de renforcement positif, c'est justement voir le potentiel de cet enfant-là, puis de l'encourager dans qu'est-ce qu'il veut. Puis la plupart de qu'est-ce que nous, on fait comme des adultes, qui n'est pas bien, c'est qu'on a une image parfaite de où ce qu'on veut amener l'enfant. OK? Ouais, ça c'est vrai. Sans prendre compte de son stade de développement, de ses capacités, de ses intérêts, de ses besoins, de ses capacités. Tu sais, comme sans prendre soin de tout ça, on dit, OK, mon objectif, c'est que Chamira fasse ça, soit comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est comme dire, par exemple, on part inscrire l'enfant pour apprendre, par exemple, à jouer du guitare, mais l'enfant, peut-être, son intérêt, c'est le piano. Mais c'est ça. Mais nous, on veut impérativement qu'il apprenne à jouer le guitare, puis on ne tient pas compte des besoins de l'enfant, des intérêts de l'enfant. Et c'est frustrant. Oui, et de son stade de développement.
Ouais. Des fois, on a des attentes plus élevées que l'âge de l'enfant ou même les capacités de l'enfant. Fait que c'est de comprendre l'enfant, de renforcer en fait ce qu'il fait déjà, de renforcer son potentiel déjà. Oui, tu peux avoir un goal à atteindre, un but à atteindre, Ouais. mais c'est des petites bouchées. Tu pars de qu'est-ce que l'enfant a déjà. Ce qu'il est. Ce qu'il est, ce qu'il a aussi. Mais en tant qu'éducatrice, vous connaissez un peu les étapes de développement de l'enfant. Mais les parents, par exemple, les parents ne savent pas comment ça fonctionne. Les parents qui ne se sont pas renseignés sur le développement, le continuum de développement de l'enfant, comment est-ce que l'enfant se développe par rapport à certains âges, ses besoins par rapport à certains âges. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir si, OK, à cet âge précis, ce dont mon enfant a besoin, c'est ça. Et comment est-ce qu'ils peuvent donner ou bien réaliser ces besoins-là pour les enfants? J'ai envie de te commencer par, tu sais, avoir un enfant, c'est une expérience de vie. Et comme toute expérience de vie, tu apprends. Tu apprends à naviguer sur le temps, ouais. Donc, ils peuvent aller chercher de l'aide, ils peuvent aller lire, ils peuvent aller demander, tu sais, comme sur les stades de développement de l'enfant. Mais reste aussi que c'est vraiment en prenant le temps d'observer son enfant. Si tu prends le temps d'observer ton enfant, puis de dire qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle est bonne à faire, qu'est-ce que, tu sais, comme tu peux apprendre beaucoup de ton enfant juste en l'observant, en jasant avec. C'est pour ça que je dis, prenez du temps avec vos enfants. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, malheureusement. Tu rentres du travail à 9h du soir, tout ce qui t'intéresse, c'est comment faire le souper et aller faire coucher les enfants, aller te reposer. Malheureusement. Tu n'as pas le temps pour passer avec les enfants, pour jaser avec les enfants. Malheureusement. Forcément. Mais ça doit être intense. Ça doit vraiment être, ce serait une bonne habitude d'apprendre Puis je comprends, là. Je comprends, des fois, c'est comme busy. Ouais. Je comprends. La plupart des enfants qui sont en bonne santé, disons, mentale, émotionnelle et morale, sont les enfants qui passent assez du temps avec leurs parents. Tu sais, il y a des familles qui vont choisir OK, nous, à 19h, plus d'écran, plus de devoirs, rien. On s'assoit à table, 15 minutes, on mange le dîner, le souper, 30 minutes. Puis, tu sais, ça peut être une routine à instaurer. Ou, disons, OK, oui, c'est busy, mais je vais prendre le temps avec mes enfants avant de les coucher. Ou je vais aller les coucher moi-même. Versus juste les envoyer, OK, va dans ton lit, fini. Puis, tu sais, les fins de semaine, si tu es assez chanceux et que tu ne travailles pas les fins de semaine, fais des activités avec cet enfant-là. Développer des liens. Des liens, créer des liens. Créer des liens. Tu peux apprendre beaucoup de ton enfant en faisant ça. Mais tu peux aussi aller t'éduquer sur les différents stades de développement. Puis aussi d'écouter l'enfant, comme j'ai dit, d'écouter et non pas juste avoir, oui, tu as une image de l'enfant que tu veux créer ou façonner, mais tu sais, laisse l'enfant aussi te partager sa pensée. Puis, tu sais, c'est une collaboration. OK, je comprends. Mais en ce qui concerne les adultes, oui, c'est vrai, il y a les réalités qu'on vit en ce moment. Mais si on veut tenir compte de l'enfant, parce qu'on ne peut pas dire que l'enfant fait des caprices, il a des besoins. Oui. Mais comment aider l'enfant justement à pouvoir mieux exprimer ses besoins-là? C'est là, alors, notre rôle d'adulte. C'est disons, si je parle d'un enfant plus jeune qui n'a peut-être pas les mots, puis que tu sais, on voit beaucoup de bambins, par exemple. Si je prends l'âge de 18 mois, 20 mois, quelque chose comme ça, ils n'ont pas nécessairement les mots pour te dire « j'ai envie de ça » ou « je me sens comme ça ». C'est là qu'ils vont pleurer parce que c'est leur forme d'expression. Fait qu'à cet âge-là, ce serait de les apprendre quelques mots. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as un bobo quelque part? Trouver des mots faciles, puis faire répéter l'enfant. Mais aussi, même quand ils grandissent, là, c'est de les aider à mettre les mots sur leurs besoins. Les mots. Et non pas juste des comportements. Tu comprends? Est-ce que, par rapport à votre expérience de terrain, vous avez des anecdotes ou des faits réels qui se sont passés que vous pouvez raconter à nos éditeurs qui sont en lien avec l'impact que les parents, les adultes peuvent avoir sur les enfants? Oui, j'en ai plein. On passerait toute la journée ici à en parler. Alors, le premier exemple qui me vient en tête, c'est quelque chose que j'ai vécu au tout début de ma carrière. C'était un enfant qui ne parlait jamais, comme qui était très, très timide, okay? Très fermé, puis très, tu sais, comme il s'effaçait vraiment dans l'ensemble du groupe, de la classe, etc. Puis moi, je m'approchais à cet enfant, puis je posais des questions, puis l'enfant ne voulait jamais me répondre. Tu sais, j'essayais de l'amener dans le groupe, je trouvais des activités qu'il aime.
Puis là, tu sais, comme moi, je lui demandais aussi, qu'est-ce que tu veux faire L'inclusion, aujourd'hui? vous essayez de l'inclure Oui, dans le groupe. tout ça. Fait qu'en créant des liens avec cet enfant, il a fini par me passer un maternel jardin. C'est fait qu'il était peut-être 5-6 ans, genre. 5-6 ans. Cet enfant a fini par me parler. Je te parlais de la comparaison. Puis là, il commence à me dire, oh, moi, je suis pas bon avec les autres. Je suis pas bon à ça pourrait être un jeu, disons Uno ou Connect Four, quelque chose de très facile. Je suis pas bon à ce jeu-là. Je suis pas bon à, tu sais, je veux pas que les autres se moquent de moi. Je veux, tu sais, mais ça, c'est en créant des liens, là. Ça a pris du temps, là. Oui. Puis il m'a dit ça. Puis c'est par la suite, en fait, en parlant à cet enfant, puis en parlant aux parents aussi, que j'ai appris qu'il se fait beaucoup comparer À la maison. par ses parents. Avec ses frères avec, et sœurs avec ses frères, avec son grand frère. son grand frère. Oui. Qui, lui, il était très bon. Fait que, tu sais, il avait la parole facile. Puis, mais l'autre, il était très introverti, par exemple. Fait qu'il prenait du temps avant de parler. Puis, tu sais, comme tous les mots que sa mère prononçait contre lui, toutes ces comparaisons, en fait. Tu sais, des fois, on lâche des petits mots, puis on ne sait pas qu'est-ce que, tu sais, on lâche des mots en l'air. L'enfant me racontait que... Parce que je demandais pourquoi tu n'es pas bon en Connect Four. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas bon en Connect Four? Est-ce que tu sais comment jouer à ce jeu? Il dit oui, je connais les règles du jeu. OK. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'un jour, sa mère aurait dit qu'il est bon à rien. Oh, mais toi, là, il n'y a rien que... Regarde ton frère. Ouais. Puis c'est resté dans le cerveau de l'enfant. Puis là, on parle d'un enfant de 6 ans. Il va grandir avec ça. On parle d'un enfant de 5-6 ans, là. Oui. Il est jeune pour... Et déjà, à cet âge, il se dit il est bon à rien. Oui. Déjà, il va se priver de beaucoup d'opportunités, se priver de beaucoup de choses parce qu'il se dit il est inférieur aux autres. Oui, puis le fait qu'il ne veut pas venir dans un groupe, c'est parce qu'il a peur de se faire comparer et qu'il a peur que finalement, on va voir que je ne suis pas bon. Tu vois? Fait que c'est... Mais non, j'ai beaucoup d'anecdotes. Puis moi, je suis quelqu'un qui a la parole facile. Je vais parler aux parents, je vais parler aux enfants. Je vais créer des liens avec les enfants. Les enfants vont me dire des choses. Les parents vont me dire... Tu sais, fait que c'est... Mais vraiment, la plupart des comportements que l'enfant adopte, c'est parce qu'il a reçu quelque chose. Puis là, c'est parce qu'on parle de mauvais comportements, mais il y a aussi des bonnes choses. Oui. Là, tu vas voir un enfant qui a beaucoup de confiance en lui, puis qui beaucoup va... d'estime de soi aussi. Oui, c'est parce que c'est un enfant qui est encouragé, que son potentiel est vu et que son potentiel est encouragé. Fait qu'il y a les deux. Fait que moi, je crois pas de... Oui, quand on parle d'adultes protégeants et quand on parle d'adultes mettant l'enfant à risque, il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Fait que tu choisis ton camp et tu travailles sur ça. Puis comme j'ai dit, là, c'est pas linéaire, là. Aujourd'hui, tu peux dire, demain, ça va être comme ça. Mais c'est de savoir. Prendre conscience à chaque instant du temps qu'on passe avec l'enfant, chaque instant, prendre conscience de tout ce qu'on dit, comment est-ce que ça peut impacter ou influencer l'enfant. Oui. OK. Exactement. Si vous avez quelque chose à dire pour sensibiliser les adultes qui accompagnent les enfants, sensibiliser nos éditeurs, qu'est-ce que ça pourrait être? La présence. Être présent pour l'enfant. Un enfant qui nous est confié. Être présent dans la vie de ses enfants. Quand je parle de présent, puis là, on est en 2026. Je sais, là, tu sais, on a tous des laptops, on a des tablettes, tu sais, comme... L'enfant a 3 ans pour Noël, il reçoit une tablette parce que... tu sais, c'est ça. Il va moins nous déranger. Il va moins nous... Tu vois? On entend beaucoup déranger. Ça. Oui, exactement. Moi, quand je grandissais, c'était pas ça. Les parents s'asseyaient avec nous, ils jouaient avec nous, on avait des cousins, on avait des... Tu sais, la présence, vraiment. Puis, pas n'importe quelle présence, mais intentionnelle. Il faut que tout ce que tu fais avec l'enfant soit intentionnel. Quelle est ton intention derrière le jeu avec cet enfant? Quelle est ton intention derrière changer ta routine pour, tu sais, être avec cet enfant? Beaucoup d'intentions. Je parle beaucoup d'intentions, même dans la vie courante. Tout acte que je pose doit être intentionnel. La bienveillance et l'écoute. Et les enfants nous apprennent beaucoup sur eux. Ouais. Malheureusement, on ne prend pas le temps de les écouter parce qu'on se dit... On néglige un peu leurs émotions. Oui. On se dit, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas ce qu'ils disent. Exactement. Alors que c'est leur ressenti intérieur qu'ils sont en train de nous partager. Donc, il faut qu'on prenne le temps vraiment de valider les émotions de l'enfant, l'encourager, puis vraiment
pratiquer une écoute active aussi. Hein? Oui, OK. absolument. Parce que, tu sais, on parlait de l'enfant que toi, tu veux lui apprendre une guitare. Lui, il aime le piano, mais tu vas jamais savoir s'il aime le piano s'il te le dit pas ou si tu n'as pas parlé avec lui. Si tu trouves pas le temps tu sais, d'en parler, etc. En concluant, ce serait ça. Vraiment la présence, la bienveillance, l'écoute, mais aussi vraiment toujours prendre des pauses puis de penser. Est-ce que je suis en train d'être un parent ou un adulte protégeant ou je mets l'enfant à risque? Parce que si tu prends le temps de penser à ça, ça va guider beaucoup tes intentions. Oui. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui s'occupent de ces genres d'enfants-là, qui sont dans des familles ou bien dans des environnements qui les mettent vraiment à risque, où ils sont en danger, ils n'ont pas un bien-être ou une sécurité affective? Quels sont les spécialistes que les parents peuvent aller voir dans ce genre de situation-là? Comme si tu as besoin d'aide pour créer ces liens avec l'enfant? Ouais. Ou... OK. Bon, il y a des psychologues pour l'enfant, il y a des centres communautaires. Puis comme j'ai dit au début, la plupart aussi des choses des comportements d'adultes, c'est par ignorance. OK? Je t'ai parlé d'une famille peut-être immigrante qui arrive dans un nouveau système. Il y a des centres communautaires pour ça. Il y a des services sociaux pour apprendre parce que ça vient vraiment de toi. Si toi, tu n'as pas toute la connaissance qu'il faut, tu ne vas jamais donner ce que tu n'as pas. Fait qu'il y a des services sociaux pour ça. Il y a des services juste à l'enfance. Mais aussi les écoles peuvent t'appuyer. Les garderies, les centres éducatifs peuvent t'appuyer. Est-ce que ces services communautaires-là, ils font des ateliers pour adultes et parents? Pour les parents. Pour les informer, leur donner la connaissance sur... Oui. On ne va pas apprendre à l'enfant et aux parents, comment éduquer son enfant, mais on pourrait quand même lui expliquer comment l'enfant se développe et... Exactement. Okay. Oui. Puis regarde, toi aussi, c'est ça que tu fais sur ton plateau aujourd'hui. Mais justement, parce que le but de cette émission, quand je dis sentinelle du cocon, c'est vraiment des personnes bienveillantes, des personnes protégeantes aussi, qui tiennent compte du bien-être et de la sécurité de l'enfant. Donc, c'est vraiment ça que j'appelle les sentinelles du cocon. Alors, vous pouvez vous considérer comme une sentinelle aussi. Ben, c'est ça. Parce que c'est ce que vous faites, donc vous êtes vraiment quelqu'un qui appuie le bien-être, la sécurité de l'enfant, qui l'aide à se développer de façon positive. Oui. Fait que moi, ce que je dirais aux parents, allez vous renseigner. Il y a beaucoup d'informations là-dehors. Oui, il y a les services sociaux, mais on a aussi des podcasts, des YouTube. Tout comme tu vas sur, TikTok ou YouTube pour apprendre une nouvelle recette, va sur YouTube pour apprendre quelque chose sur l'éducation de l'enfant aussi. Il y a des blogs aussi. Il y a des blogs, il y a des livres. Encore là, ça part d'une intention. Est-ce que je prends le temps de me ressourcer pour donner à cet enfant? Se remettre en question. Exactement. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Parce que le parent ou l'adulte va se dire, je fais bien. Je fais bien. Mais comment est-ce que l'adulte peut savoir que, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment pas bien? Se remettre en question, faire une pratique réflexive, en quelque sorte. Et puis, de façon objective surtout. De façon objective, et puis se dire que là, je suis honnête avec moi-même. Ce que je dis ou ce que je fais avec l'enfant, c'est néfaste pour lui, c'est néfaste pour son développement. Oui, donc, c'est ça. Puis, est-ce que je peux finir par quelque chose d'autre? Oui. Investissez en vous aussi. Comme j'ai dit, tu ne peux pas donner qu'est-ce que tu n'as pas. Tu veux que ton enfant ait un bien-être, il faut que toi aussi, tu aies un bien-être. Guérir de nos blessures. Guérir de tes blessures. Prends soin de toi. Prends du temps. Prends du temps pour toi. La plupart des mots qu'on sort, c'est parce qu'on est fatigué, puis on est impatient, puis voilà, puis c'est la vie, ainsi va la vie. Mais quand tu prends le temps de prendre soin de toi, guérir ton enfant intérieur, apprendre des nouvelles choses, être juste content d'être en vie, tu sais, aimer la vie. Si tu n'aimes pas la vie, tu ne vas pas créer une vie en cet enfant-là. Fait que prends soin de toi avant de prendre soin de l'autre. Mais merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir partagé ce moment dans les sentinelles du cocon. Si cet épisode a fait écho en vous, prenez le temps de laisser résonner ce qui a été dit. Rappelez-vous, la bienveillance se construit un petit pas à la fois. Et surtout, ce que l'on répare en soi éclaire les générations à venir. Si vous souhaitez poursuivre le chemin, abonnez-vous au podcast et partagez cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau plongeon dans le cocon.